Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. On parle ce soir de surdité. Vous êtes nombreux à souffrir de problèmes d'audition. On parle à peu près de 6% qui seraient âgés de 15 à 24 ans et de 65% de plus de 65 ans. On cause bien sûr la vieillesse, mais aussi certaines maladies comme des otites mal soignées, certains traitements ou encore un environnement trop bruyant. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Près de 2,5 milliards de personnes dans le monde, soit une personne sur 4, souffrira de déficience auditive d'ici 2050. Qu'est-ce que la surdité? Quels sont les facteurs prédisposants? Peut-on prévenir une déficience auditive? Quelles sont les solutions de prise en charge? Car disons-le, une déficience auditive non soignée peut avoir des effets dévastateurs sur l'aptitude des personnes à communiquer et à mener une vie plutôt normale. Surdité, comment sortir du silence? C'est le propos que nous vous proposons ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ce soir professeur Ouraghi Semir. Bonsoir. Merci de l'invitation. Vous êtes spécialiste en ORL au niveau du CHU Mustapha Bacha. J'ai également le grand plaisir de recevoir Madame Jafar Wissem. Vous êtes neuropsychologue. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Mskouh Lydia. Vous êtes également spécialiste en ORL au niveau de l'hôpital Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous trois. Merci de venir sensibiliser autour de cette thématique de santé publique. Un chiffre pour commencer, on parle aujourd'hui d'une personne sur 5 qui vit avec des problèmes d'audition et ce chiffre est appelé à augmenter selon l'OMS. On aura à peu près une personne sur 4 à l'horizon 2050, je le disais en préambule. Est-ce qu'il y a une explication finalement à cette courbe ascendante des problèmes d'audition, professeur? Alors, comme vous le savez, la surdité est un problème de santé publique, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Et partant du principe qu'une personne qui est sourde devient automatiquement, aura des problèmes dans sa vie professionnelle et familiale, donc cette personne-là, on essaie de chercher comment l'aider. Et l'évolution de, donc on va dire, la modernité et l'apparition de nouveaux outils de communication, entre autres, a fait que cette surdité-là devient un peu plus importante. Et surtout, nous avons à notre disposition des moyens de dépistage. Parce qu'avant, on n'avait pas... Vous pensez que parce qu'on dépiste plus, qu'on trouve voilà, plus? C'est pas notre environnement consultent. qui serait peut-être toxique? Entre autres, actuellement, vous avez beaucoup d'appareils qui produisent une nuisance sonore, entre autres. Et n'oublions pas aussi les maladies. C'est-à-dire au fil des ans, peut-être on a tendance à penser aussi que notre environnement, il est de plus en plus bruyant aussi, hein. Oui, quand vous comparez l'environnement citadin par rapport au rural où vous n'entendez que les chants des oiseaux, donc en ville, vous n'entendez que des klaxons et des bruits de machines, de voitures aussi. Donc, malheureusement, cet environnement-là n'est pas propice pour une vie paisible. Et c'est ce qui fait que ce traumatisme, enfin cet effet sonore négatif sur notre vie se répète tous les jours et forcément il aura des conséquences. Absolument. Alors en Algérie, en 2003, le premier implant cochléaire a été posé à Mustapha Bacha, au niveau de l'hôpital où vous exercez. En 2007, un programme national de lutte contre la surdité a été mis en place. 13 centres d'implantation devaient exister à travers le pays avec une salle d'intervention pour la greffe. Concrètement, où on sent, enfin, c'était quand même des projets très ambitieux, hein, avoir 13 centres dans lesquels on peut faire justement la greffe. Concrètement, aujourd'hui, où en est-on de ces ambitions? Est-ce qu'on arrive concrètement à prendre en charge notamment les enfants sourds, hein, parce que je pense que c'est plus eux qui sont concernés par l'implantologie ou l'implantation? En fait, le problème de surdité chez neurosensoriel, c'est des surdités profondes qui surviennent chez les enfants.
chez les enfants qui consultent. Parfois, c'est les parents. C'est les parents qui consultent pour absence de réaction, absence de langage des enfants. Donc, un contrôle des enfants nous permet de consulter très tôt. Plus qu'on consulte tôt, plus la prise en charge elle est meilleure. Oui. Parce qu'en fait, il y a un âge limité à l'implantation cochléaire. Plus de 5 ans, on a de résultats moins bons. Donc nous, à notre hôpital, on a un comité surdité qui s'occupe que de ce genre de malades, qui consulte à notre niveau. Donc la prise en charge commence de dépistage, des examens complémentaires approfondis qui confirment les diagnostics et l'implantation cochléaire. Donc notre hôpital dispose d'un quota d'implants cochléaires. Donc on fait l'intervention. Mais après, l'arsenal thérapeutique, c'est pas seulement l'intervention, c'est pas seulement la pose de l'implant, c'est le suivi. Mais est-ce qu'on a en fait, la grande question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens? Je peux oui, absolument. À cette question. Est-ce qu'on a les moyens de prendre en charge? J'ai fait partie donc avec le professeur Djenaoui, donc des premières équipes qui ont commencé à travailler sur l'implant cochléaire. Au départ, c'était un pari assez audacieux. Faire admettre donc l'utilité de cet implant cochléaire et nous sommes arrivés après quelques années. Des premiers pays à l'avoir fait en Afrique. En Afrique, oui. On était parmi les premiers pays, effectivement. Et parmi donc les projets, c'était d'installer donc ces fameux 13 centres. On a fini par former donc des équipes et actuellement pratiquement vous avez des centres partout, les grandes villes, Annaba, Constantine, Sétif, qui sont opérationnels. C'est des équipes donc chevronnées et l'équipe. La prise en charge, donc, quand on parle de l'implant cochléaire, ce n'est pas que le chirurgien. Absolument. Dans le plan surdité, et donc il a été mentionné donc la formation des équipes de chirurgiens et surtout les orthophonistes. Les orthophonistes. Les équipes qui vont prendre le relais après l'opération, post-opératoire. Parce que l'essentiel dans cette prise en charge, c'est de rééduquer l'enfant. Un enfant, on doit lui apprendre à parler et comment utiliser son appareil. Absolument. D'accord. Et donc, d'où la. Mais la grande question, vous m'avez pas répondu. En fait, la question était est-ce qu'aujourd'hui on a accès à ce type de soins? Alors, oui, à travers les comités de surdité qui sont installés dans pratiquement tous les. À condition qu'on consulte, parce que ça aussi, ça reste une grande question aussi. Oui, c'est exactement. Oui, malheureusement. Je suis d'accord avec vous. Alors lui est précieuse, je le disais en préambule, une déficience auditive peut empêcher les personnes sourdes à s'instruire, à gagner leur vie. Elle peut aussi avoir des répercussions sur la santé mentale, parce qu'on est très vite isolé lorsqu'on a un problème d'audition. Est-ce qu'on parle encore de stigmatisation des maladies de l'oreille? Oui. On sait très bien que n'importe quelle maladie qui peut être vue par les autres, c'est un tabou. On peut, même pour poser le diagnostic, généralement les parents tardent vraiment pour emmener l'enfant, pour consulter. Généralement, c'est une perte légère à moyenne, donc c'est après l'âge de scolarisation qu'on commence à constater parce que la maîtresse remarque, parce que l'enfant retrouve beaucoup de difficultés. Et reste que l'appareillage aussi, c'est un tabou maintenant. C'est un grand tabou, surtout l'âge. Donc si un enfant à son petit âge, il va apprendre à vivre avec l'appareillage, mais mettre ça à un adolescent, il est en voie de construire sa personnalité, où l'image de soi, elle est vraiment au sommet, où il fait très attention à son image. Donc vous mettez un appareillage et dans une société qui va justement poser la question. Il y a ça aussi peut-être, c'est plus le regard de la société. Le regard de la société, les propos de certains enfants, ils vont fixer la personne porteuse de... J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi on a
beaucoup plus facilement on accepte peut-être des troubles visuels. On accepte aujourd'hui facilement que notre enfant porte des lunettes, par exemple, mais on a du mal quand même avec l'appareillage d'audition ou les prothèses auditives. Parce que quand vous... Bon, il y a déjà un problème avec les lunettes, mais avec les lunettes, c'est vite dépassé parce qu'on sait que c'est des lunettes de correction. Mais avec l'audition, donc il y a le risque. Est-ce qu'il répond, est-ce qu'il répond pas? Est-ce qu'avec le temps, l'audition, elle va s'améliorer? Les parents vont se poser la question. Si c'est un jeune, un adolescent, un adulte, il va se poser la question dans quelques années comment je serai? Et est-ce que je peux poursuivre ma vie professionnelle? Est-ce que j'aurai des difficultés? Et donc du coup, c'est la méconnaissance de la chose qui fait, qui pousse les gens à prendre un comportement pareil. Peut-être parce que le bénéfice n'est pas tout de suite remarqué dans le cas de l'audition aussi. Quand on porte des lunettes, c'est tout de suite, la correction elle est là. Pour les prothèses auditives, c'est pareil ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Quand vous parlez de surdité profonde, diagnostiquée, le plus souvent les parents sont un peu alarmés quand ils voient leur enfant qui ne parle pas à 2 ans, enfin 1 année et demie à 2 ans, ils sont un peu préoccupés pourquoi son langage n'est pas riche. Ils oublient que c'est très simple. Vous répétez ce que vous entendez. Quand un enfant n'entend pas, il ne répète pas. Et là, ils vont consulter chez le pédiatre, et c'est le pédiatre en général qui... Ça, c'est un point très important, c'est un message sur lequel il ne faudrait pas passer rapidement. Justement, il faut dire aux gens qui nous regardent peut-être qu'un problème d'acquisition du langage peut forcément cacher un problème auditif. Il faudrait consulter pour son oreille, tout simplement. Il y a juste... Souvent... Oui, il y a quelque chose qui un peu fausse un peu la donne, c'est qu'on parle quand certains confrères ont retenu dans la tête qu'un retard de langage peut aller jusqu'à 3 années. Effectivement, jusqu'à l'âge de 3 ans, on parle de retard de langage. Son langage n'est pas très riche. Mais quand un enfant pratiquement ne dit aucun mot, c'est qu'il y a un problème. Et là, c'est l'absence de réaction au bruit aussi. C'est un bébé trop calme. C'est quand même un motif de consultation, c'est-à-dire consulter, ensuite on va voir. Là, c'est les parents. Ça, c'est les parents qui sont inquiets. C'est clairement. Qui sont inquiets. Oui, clairement. Je vais vous inviter justement pour regarder un reportage, peut-être pour voir un peu comment ça se passe, pour voir de plus près comment se fait le diagnostic et la prise en charge justement de la surdité. Ça se passe au niveau de... On a fait immersion dans votre service, ça se passe au CHU Moustapha Bachar. Regardez. Écouter le monde devrait être un plaisir, mais pour ceux aux prises avec des problèmes auditifs, chaque son devient un défi à surmonter. Les pathologies auditives englobent un large éventail de troubles affectant l'ouïe, allant de la perte auditive légère à la surdité sévère. Les causes de ces affections sont variées, telles que des lésions de l'oreille interne, des infections, l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés et le vieillissement. Bien sûr, les autres pathologies, comme par exemple la presbyacousie, c'est le vieillissement des structures nerveuses sensitives au niveau des oreilles. À partir de 40 ans, généralement, ça se passe exactement comme pour la vue. Les structures auditives vieillissent aussi, et bien sûr, on a une baisse de l'audition. Au cœur du CHU de Moustapha Bachar, au niveau du service ORL, nous avons rencontré une jeune enfant en train de se préparer pour l'ajustement d'un appareil auditif. Donc, en attendant l'intervention, la petite, elle est appareillée d'un appareillage, d'une aide auditive qui leur permet de capter les sons. C'est vrai, elle ne va pas entendre, mais ça aide pour la rééducation en post-opératoire pour l'implantation cochléaire. Elle est programmée demain pour l'implantation cochléaire. Et après l'implantation cochléaire, c'est l'activation par les audioprothésistes, c'est les activations par les ingénieurs des implants. Activation suivie d'un suivi orthophoniste pendant 2 ans. 2 ans à raison de 2 à 3 séances par semaine. 3 séances par semaine et un suivi psychologique aussi. Cet appareil, souvent discret et ajustable, peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque individu. Il a considérablement évolué, offrant une qualité sonore améliorée et une variété de fonctionnalités telles que la réduction du bruit. Alors, nous avons donc un centre d'implants qui fait le recrutement des malades. Donc, nous recevons des malades, essentiellement des enfants. C'est des enfants qui n'entendent pas, ils sont nés sourds.
ou bien ils le deviennent très rapidement et qui ne parlent pas. Généralement, c'est l'absence de langage. Vers l'âge de 1 an, 2 ans, les parents se rendent compte que leurs enfants ne parlent pas, et ne parlent pas parce qu'ils n'entendent pas. Les sourds-muets actuellement, on peut les traiter, on peut leur rendre l'audition grâce à l'implant cochléaire. Donc notre service au CHU Mustapha, c'est le premier centre d'implant qui a été créé. On est presque à notre millième implant cochléaire et nous permet de traiter des enfants. Nous avons toute l'étape de la rééducation orthophonique. Nous avons une dizaine d'orthophonistes qui se chargent du suivi quotidien des enfants implantés. Les prothèses auditives permettent d'améliorer la qualité de vie en surmontant les défis auditifs. D'autres options incluent la chirurgie pour des pathologies spécifiques, des médicaments contre les infections de l'oreille et la réduction auditive. Cependant, la prévention demeure essentielle dans la gestion des problèmes auditifs. Alors peut-être avant d'arriver justement à la prise en charge et au traitement, une question pédagogique. Qu'est-ce que la surdité finalement? Comment la définir? La surdité. Donc, en fait, l'audition est un mécanisme de haute précision, on va dire, de haute performance qui nous permet de recevoir des sons, de les transmettre au cerveau, et le cerveau qui va traduire l'information. Donc l'audition, parfois ce mécanisme, il s'enraye, donc suite à des agressions, des blessures, des pathologies, ce qui va causer la perte auditive, ou bien l'hypoacousie. Donc là, on parle d'hypoacousie qui est généralement classée en légère, moyenne, profonde à sévère. Donc après, selon la classification de la surdité, on aura notre prise en charge thérapeutique. En fait, je pose cette question parce que beaucoup de gens peut-être pensent que la surdité, c'est la perte totale de l'audition. Alors que finalement, ce n'est pas ça. Hein. C'est des degrés. Voilà, c'est des degrés. C'est un calcul. Oui. Alors finalement, la surdité de l'enfant est une maladie assez fréquente. On parle d'une naissance sur 1000. Hein, on le disait au tout début de cette émission. Profonde. Oui, d'accord, profonde pour préciser. Est-ce qu'on dépiste aujourd'hui nos enfants dès les premiers jours de leur naissance? Est-ce qu'on le fait ou pas? Rappelons que c'est obligatoire ailleurs. Hein. Malheureusement, à l'état actuel, ce n'est pas obligatoire. On devrait, je pense qu'on va aller vers cette option-là. D'une part parce que أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Je pense qu'on va aller vers cette option-là. D'une part, parce que par donc le nombre de naissances qui est assez important chez nous, le manque de moyens et de personnel. Donc, ce qui fait que avoir des équipes disponibles pour faire, parce que le dépistage doit être fait dans des cliniques de gynécologie. Et ensuite, en néonatologie. En néonat, voilà. En néonat, après, mais en général, c'est juste après l'accouchement, avant de libérer on parle des 3 premiers jours de naissance. Voilà, ça c'est l'idéal. L'idéal. Malheureusement, on n'est pas encore là. Malheureusement, mais c'est l'idéal. Parce que quand même, ça éviterait beaucoup de choses pour les tout petits. Ça améliore le pronostic, absolument. Certes. Oui. À défaut, qu'est-ce qui devrait nous alerter? Alors, nous, parents, et vous, médecins, qu'est-ce qui devrait nous alerter? J'arrive en dehors du dépistage, nous avons donc la clinique. La clinique, c'est pour ça que nous invitons donc les parents, quand ils constatent un problème chez leur enfant, ou suspectent une baisse d'audition, à consulter. C'est quelque chose qui peut se faire rapidement et on a un résultat immédiatement. Quand vous constatez que votre enfant ne répond pas, vous l'appelez par son prénom et qu'il ne se retourne pas, c'est qu'il y a un problème. Quand votre enfant ne parle pas, donc peut-être avant déjà, des signes avant de commencer déjà à parler, avant de répondre à l'appel de son prénom. Je pense qu'il y a aussi des signes dès la naissance qu'on pourrait voir. Généralement, c'est l'absence de réaction au bruit. En général, c'est les jouets. C'est un bébé trop calme, malgré un bruit fort, il ne répond pas. Il ne se réveille pas. Il n'y a pas le sursaut Par exemple, des bébés. Il se réveille pas. C'est un bébé très calme. Donc là, ça doit attirer l'attention des parents à consulter. Après, ça sera le retard de langage. Mais ça, déjà, à partir de 8 mois, déjà, on peut le remarquer, parce qu'un enfant est censé commencer à babiller à l'âge de 8 mois. Maman, quand vous avez aux alentours d'un an à peu près. Il ne parle pas, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, l'enfant commence à marcher, commence à regarder la télé, comme tous les enfants. Et vous voyez votre enfant qui augmente le son au maximum, c'est qu'il y a un problème aussi. Ça, même pour les adultes, c'est un signe même pour les adultes. Et un autre signe aussi, c'est les enfants qui sont agressifs. Oui. On dit que c'est un enfant qui va devenir nerveux, coléreux. Voilà. Alors que tout simplement, c'est un enfant qui n'arrive pas, il constate qu'il y a quelque chose autour de lui et qui ne comprend pas. Donc du coup, il y a une forme d'agressivité qui s'installe chez l'enfant. Donc parmi ces signes-là, ces signes-là doivent inciter les parents à les consulter. C'est très simple. On jette un coup d'œil. Donc si, entre autres, il y a les pathologies acquises, il y a les pathologies congénitales, il y a les pathologies acquises. Par exemple, si une maman a fait une rubéole pendant sa grossesse, attention, elle doit être systématiquement suivie parce qu'il y a un risque d'avoir une surdité. Si vous avez aussi les pathologies auditives qui concernent les mariages consanguins, qui sont fréquents, malheureusement, qui restent fréquents dans notre pays. Donc le pourcentage, entre autres, parmi les implantés, nous avons beaucoup de patients d'enfants qui sont issus de mariages consanguins. Et du coup, on alerte les gens, on dit attention, on devrait faire un suivi chez ces patients déjà qui sont étiquetés de mariage consanguin. Et vous avez les pathologies acquises. Un enfant qui fait une otite, des otites à répétition. Ça, c'est un point très important, parce qu'on a tendance quand même à dire des otites qui ne sont pas bien prises en charge. Alors la prise en charge, le dépistage et la prise en charge précoce des otites, c'est ça? Oui, on a la tendance, généralement, notre population a la tendance de négliger, de vouloir traiter les otites
avec des calmants, juste des calmants, ce qui va altérer le suivi de leur otite. Donc après, ça va causer des hypoacousies, des agressions de l'oreille moyenne, externe, surtout chez les enfants de moins de 4 ans. La pathologie la plus fréquente qui est l'OSM, c'est le liquide séromuqueux. Donc il faut vraiment consulter parce que à force de faire OSM et ne pas traiter médicalement et chirurgicalement, ça va retentir à l'âge adulte. Est-ce que le fait de faire des bouchons aussi à répétition, par exemple Oui, en fait, le bouchon, c'est une partie de la surdité. Ça donne une baisse d'environ 10 décibels. Il ne faut pas banaliser. Toute plénitude de l'oreille, il faut voir son ORL. Parce qu'un bouchon, un corps étranger, peut provoquer une diminution de l'audition. De l'audition, d'accord. Alors, quand on parle de l'otite, on parle parfois de surdité qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire de surdité réversible. C'est surdité réversible. Une fois traité, bien rentré dans l'ordre, le patient reprend son audition. Oui. Alors chez l'enfant, professeur, près de 60%, ça c'est très important à rappeler, peut-être pour dire qu'il y a une part de prévention, encore une fois. Malheureusement, peut-être qu'on n'en est pas encore là, on est plus dans le curatif, mais il est bien de le rappeler, près de 60% des déficiences auditives peuvent être évitées, hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors la vaccination contre la rubéole et la méningite, ça c'est un point très important. Une amélioration des soins maternels et néonatales, ainsi que le dépistage donc, de la prise en charge, vous en parliez à l'instant, de l'otite moyenne. Chez l'adulte aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est bien de le rappeler, la lutte contre le bruit et l'écoute sans risque. Il y a aussi les médicaments, professeur. Oui. Certains traitements. Il fut un temps où les gens consommaient par exemple la rovamicine parce qu'ils avaient une petite douleur au niveau de la dent. Rovamicine, on a fini par avoir des résistances à la rovamicine. Actuellement, les gens, dès qu'ils ont une petite gêne au niveau de la gorge, ils achètent de l'amoxicilline. C'est en vente libre. Et les gens ne savent pas que l'amoxicilline, qui est une molécule très très simple, est autotoxique à la langue. Donc la consommation d'amoxicilline à répétition peut entraîner, donc c'est une molécule qui est couramment utilisée, que ce soit en automédication ou par certains confrères. Alors, il n'y a pas que ça, il y a d'autres médicaments qui sont autotoxiques et malheureusement, on est obligé de les utiliser. Parfois, on n'a pas le choix. Quand vous avez des germes qui sont résistants, qui sont costauds, du coup, on est obligé de donner des molécules plus puissantes et tous les médicaments pratiquement ont des effets secondaires, entre autres, donc un effet sur l'oreille. Alors il y a aussi certaines maladies qui peuvent être une cause de la surdité, des maladies comme par exemple la maladie de Ménière ou par exemple la dégénérescence aussi des voies auditives. Enfin, c'est plus pour les personnes d'un certain âge. Un peu plus âgé, un peu plus âgé. Donc là, on dépasse l'enfant, donc on parle plus de l'adulte. Là, c'est des cas, donc c'est des pathologies qui existent depuis très longtemps. La maladie de Ménière, donc qui se manifeste surtout par un vertige. C'est ça, voilà. Ce qu'on appelle, avant on disait, c'est un vertige qui guérit aux dépens de l'audition. Donc les crises vont s'espacer, vont devenir plus courtes, mais l'audition baisse. C'est une destruction de l'oreille. Il y a les pathologies neurologiques, l'otospondiose aussi. On a beaucoup ça en Algérie. Oui, ça c'est un problème de transmission de l'onde sonore. C'est pas l'oreille interne qui est touchée. Donc vous avez, comme vous avez rappelé dans votre reportage, le son qui est une onde sonore qui est captée par l'oreille, qui donc va aller percuter le tympan va transmettre la vibration par les osselets et le dernier osselet qui est l'étrier donc se termine par une platine qui fait bouger des liquides, un liquide et cette platine là va s'ossifier et ne va plus bouger correctement. Là on a la possibilité de réparer ça, heureusement, et en général ça donne de bons résultats. Oui, alors on parlait tout à l'heure justement du fait de consulter et de faire attention à l'enfant dès les premiers jours, dès les premiers mois, voire les premiers jours de sa vie. À quel point le rôle des parents est important, j'ai envie de dire, dans le tissage d'un lien affectif avec cet enfant et de le comprendre, parce que la vie d'un enfant qui n'entend pas n'est pas toujours simple. Oui, bien sûr. C'est un enfant qui a
toujours besoin de ses parents parce qu'il est agressé par l'environnement. Donc ses parents sachent vraiment sa difficulté et c'est pour ça que les parents, ils doivent comprendre les premiers, la surdité de leur enfant, la qualité de traitement auditif de l'enfant, l'enfant comment il aperçoit le monde pour pouvoir l'accompagner et l'aider et à accepter son problème et de mieux vivre avec son handicap. Son handicap, absolument. Plus tard, peut-être aussi, il est très important, le soutien des parents aussi, dans l'accompagnement. Vous avez touché un mot sur les traitements, dans le port, par exemple, des appareils auditifs, parce qu'on disait tout à l'heure que c'est souvent très mal vu. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Des fois, les parents eux-mêmes n'acceptent pas l'appareillage de leur enfant. Donc, comment vous voulez que l'enfant lui-même accepte? Je reviens sur votre remarque. Chez les tout-petits, l'appareillage auditif en dehors de l'implant cochléaire c'est pas l'appareillage externe, c'est un bandeau. Et l'enfant a tendance à arracher parce qu'il est gêné, parce que c'est un serre-nœud, c'est un serre-tête, et à chaque fois, donc d'où l'importance donc de la présence des parents, parce que c'est un enfant qui va acquérir un langage, qui aura une vie normale. Il ne faut pas l'oublier. Le but de la prise en charge précoce et de ces enfants sourds, c'est de les remettre dans la société. Absolument, c'est leur intégration. Voilà, donc, parce qu'ils sont normaux réellement. Ils n'ont pas. C'est quelque chose qui, c'est la surdité. On peut la corriger. Heureusement, on a les moyens pour ça, et on va leur offrir un avenir. Parce que sans ça, c'est des enfants qui sont voués à l'échec scolaire. Entre autres, c'est parmi la violence, la délinquance aussi, parce que c'est des enfants qui se sentent isolés, tout simplement. Ils sont isolés, ils sont dans leur monde. Ils sont rejetés par la société et ils ont du mal à communiquer. Donc, fatalement, déjà, on le disait tout à l'heure, ils tombent dans des problèmes déjà mentaux et puis parfois la délinquance par la suite. Alors, il n'y a pas une surdité, mais plusieurs. Oui. En fait, on a deux types de surdité. Il y a la surdité de transmission et la surdité de perception. Il faut savoir que l'oreille est constituée de trois oreilles. Oreille externe, oreille moyenne et l'oreille interne. Donc la surdité de transmission, elle touche l'oreille externe et l'oreille moyenne. Quand on dit surdité de transmission, c'est l'absence de transmission de son, qui est des vibrations. Donc, par exemple, on cite les bouchons surhumaines, un corps étranger, les maladies, les malformations congénitales de l'oreille chez les enfants, qui doivent être pris en charge par un appareillage à ancrage osseux. C'est pas l'implant, c'est la BHA, c'est un autre type d'appareillage qui leur permettent d'amplifier le son et de transmettre l'ensemble. Ça, c'est une chirurgie aussi. Ça, c'est une chirurgie, c'est une autre part de la prise en charge. Il y a aussi pour tout ce qui est transmission, les pathologies de l'oreille moyenne, dont vous avez parlé tout à l'heure, de l'autospongiose, qui est un blocage osseux. C'est le remplacement de l'os normal par un os de mauvaise qualité. Là, on peut intervenir par enlever l'os et mettre des pistons. Après, on aura de bons résultats. Il y a la surdité de perception, qui est la surdité qui touche l'oreille interne. L'oreille interne qui dit l'oreille. Et là, c'est plus grave. Ça, c'est les plus graves. Donc, c'est d'où le vieillissement. On a le vieillissement naturel à partir de 65 ans. Ça va toucher l'oreille interne. Ça touche tout ce qui est perception, il touche l'oreille interne. Les patients ont tendance de dire j'entends, mais je ne comprends pas. Donc, c'est la transduction du message. Donc, ils ne comprennent pas. Donc, d'où l'intérêt de l'appareillage auditif, par l'aide auditive. On a la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, on a même les tumeurs. Il y a certaines tumeurs qui provoquent des surdités de perception, telles que le neurinome de l'acoustique. C'est une tumeur au dépend d'un nerf. Il y a vous avez cité tout à l'heure les médicaments ototoxiques. Les médicaments ototoxiques, ça donne des surdités de perception, telles que les aminosides, les acides salicylés et tout. Il y a aussi l'exposition au bruit. C'est les surdités professionnelles. Pardon, je vais juste ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire quand on prend ce type de traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention, il faut faire un contrôle à côté. Il faut faire un contrôle. C'est ça. C'est bien de le rappeler. Il y a certaines professions qui sont exposées au bruit. Donc l'intensité et la durée d'exposition au bruit, ça provoque des surdités de perception. D'où l'intérêt de faire des visites annuelles, des audiogrammes, le port de masque pour prévenir les surdités. Alors quand on prend en charge ou quand on est dans le traitement, finalement,
on cherche à guérir, puisque là on a compris qu'il y a deux types de surdité, une surdité de transmission et une surdité de perception. On cherche à guérir la surdité de transmission, mais pas celle de la perception, parce qu'on ne pourrait pas finalement la guérir, on juste l'améliorer, c'est ça? L'idée qu'on devrait comprendre? Si, la surdité de perception, donc si quand on a la possibilité d'intervenir, c'est quand vous avez une tumeur, vous allez l'opérer, vous n'allez pas la laisser. Voilà. Donc là c'est automatique. Mais donc sinon, on peut guérir dans les deux cas. Tout dépend de l'étiologie. De l'étiologie. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde de la surdité. Et à partir de pour chaque pathologie, on essaye de trouver donc la solution idéale pour le patient. Parfois, c'est le patient, on propose au patient toutes les possibilités thérapeutiques. On ne va pas lui imposer. Il y a des patients qui refusent de se faire opérer, qui nous disent voilà, moi je préfère un appareillage classique que d'aller m'ouvrir le. Oui, on a peur de la chirurgie. La chirurgie, c'est tout à fait humain. Tout à fait humain. Mais sinon, le but donc de toute cette prise en charge, c'est d'offrir donc la possibilité d'avoir une vie normale et un certain confort. Oui, voilà. Absolument. Si pour pouvoir communiquer. Je reviens juste pour la pathologie de l'enfant. Donc le rôle, j'insiste sur le rôle primordial de la médecine scolaire. Donc la médecine scolaire qui joue un rôle très important. Donc certains l'ont un peu mis dans la case dentition, vaccination, mais actuellement beaucoup de nos confrères s'intéressent à l'audition et n'hésitent pas à envoyer des enfants chez qui ils suspectent une surdité. Et c'est pour ça que j'insiste donc sur le rôle primordial de la médecine, de l'hygiène scolaire, ce qu'on appelle actuellement l'hygiène scolaire. Et sincèrement, ils font du bon boulot. Oui. Alors, on va penser bien entendu en première ligne aux prothèses. On parle depuis tout à l'heure pour les enfants par exemple, ou même pour les adultes, aux prothèses auditives. Comment faire intégrer un enfant? Comment lui faire accepter sa prothèse? Oui. Déjà, le travail commence dès la confirmation du diagnostic. Il faut assurer l'accompagnement psychologique de l'enfant, l'aider à accepter sa différence et lui donner la solution. Donc voilà la qualité et voilà qu'est-ce qu'elle va te donner comme plus et tu pourras poursuivre ta vie le plus normalement possible. La première question peut-être qu'il va la poser, est-ce que je vais pratiquer du sport, oui ou non? Généralement, c'est une question. Ça aussi, c'est un apprentissage, parce qu'un enfant avec quand même une prothèse auditive, par exemple, qui veut faire de la natation, c'est compliqué. Oui, est-ce que je peux sortir jouer dehors? Donc, c'est tout un chamboulement et c'est tout un réaménagement de l'enfance et c'est un enfant qui reste aussi protégé par les parents parce que il a du mal. C'est un cas spécial. Oui, alors une question aussi, peut-être à l'ère du temps, parce qu'aujourd'hui, on trouve par exemple sur Internet des applications qui nous permettent de connaître notre seuil de l'audition. Est-ce qu'on devrait se fier à ces applications? Non. Mais ça, vous le faites, vous faites le calcul du seuil de l'audition, et en classe, audition, c'est-à-dire une surdité sévère, légère, et profonde, c'est ça? Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc l'exploration de l'audition, donc le patient. Ça fait partie du diagnostic? Oui, c'est systématique. C'est ça. C'est systématique. On fait passer, quand il s'agit d'un jeune enfant, donc on a les potentiels évoqués auditifs et les auto-émissions. Donc c'est des appareils qui nous permettent d'avoir donc une partie du champ auditif. Et un peu plus grand, l'enfant, il y a d'autres, donc il y a ce qu'on appelle le pipe show et le rock. Mais à partir de 10 ans, on a vraiment un examen qui est
qui est facile à faire, c'est ce qu'on appelle l'audiométrie, donc l'audiogramme, le fameux audiogramme, et qu'on peut faire donc, qui est fait par un audioprothésiste ou un ORL, et qui va tester fréquence par fréquence. D'accord, vous ne pouvez pas avoir ça sur votre téléphone, c'est pas possible. Il faut mettre un casque, donc le casque va permettre d'envoyer des sons. On a un vibrateur qui est là aussi, et parmi donc dans le geste, on peut exclure une oreille en envoyant ce qu'on appelle un son, un bruit blanc qui va masquer, qui va faire donc que cette oreille-là sera occupée pour n'avoir qu'à tester que l'oreille qui est intéressée. D'accord, donc ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur le téléphone. Hein. Il y a des conditions pour la réalisation de ce test. Il y a des cabines insonores pour éviter les sons de l'extérieur, pour avoir le vrai seuil d'audition. Après, on calcule notre perte auditive, c'est légère, moyenne. Alors, la prise en charge de ces enfants ou l'appareillage de ces enfants a pour but essentiel l'acquisition du langage. Oui, ou l'importance du rôle de l'orthophoniste, donc qui est vraiment une pièce maîtresse pour la prise en charge des enfants, surtout après l'implant, parce qu'ils vont apprendre à nouveau à écouter, c'est un enfant qui vient de naître, donc il va écouter les sons pour la première fois, il va apprendre à parler pour la première fois, donc il va être assisté par un spécialiste du langage qui fera bien sûr son évaluation, son bilan langage et son protocole thérapeutique pour assurer une meilleure Oui, alors là aussi peut-être il y a le rôle des parents, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que c'est une pièce maîtresse finalement dans la prise en charge de l'enfant sourd. Surveiller aussi l'entrée de l'enfant dans le monde des apprentissages, parce qu'une fois qu'on a un appareil ou une fois qu'on a un implant, on va pouvoir écouter, on commence son cursus de l'apprentissage, son cursus scolaire, son intégration dans la société. Ça, là aussi le rôle des parents il est indéniable. Il est très important le rôle des parents parce qu'il va percevoir le monde pour la première fois. Donc il va poser beaucoup de questions parce que il n'interagissait pas auparavant avec tant de stimulés. Tout est nouveau pour lui, trop d'acquisition et surtout il faut prendre en considération le décalage d'âge. Donc s'il a 4 ans, il vient d'être appareillé, il entend pour la première fois. Donc les enfants déjà de 4 ans, ils ont acquis le langage, le traitement sensoriel. Donc, s'ils sont à la crèche, ils ont déjà commencé à écrire et à lire. Donc, pour lui, tout ça va se faire tardivement. Absolument. Donc, d'où vient l'importance de lui expliquer et d'expliquer aux parents pour assurer un bon encadrement et pour gagner les quelques années perdues. Oui. On arrive au traitement, on va revenir peut-être plus en détail sur la prise en charge. On a parlé rapidement comme ça sur les appareils et les implants. Madame Jaffar vient de toucher un point très important, le diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'on craint finalement chez un enfant qui a des problèmes d'audition et qui n'est pas pris en charge ou qui est pris en charge tardivement? D'abord l'enfant et ensuite on va parler de l'adulte aussi. Alors, plus tôt vous appareillez, plus tôt l'enfant, comme a dit ma consoeur, va avoir une vie normale. C'est-à-dire, il va acquérir son langage, il va aller à la crèche, il va communiquer avec... Il faut que cet enfant soit pris en charge à partir de quel âge, idéalement? Alors, vous avez deux situations. Donc, la surdité profonde, où il faut mettre un implant cochléaire, idéalement, c'est entre 10 mois et 16 mois. 16 à 18 mois. D'accord, donc là c'est l'idéal. Et on peut aller jusqu'à... Ça, c'est un enfant qui risque de n'avoir aucune acquisition du langage s'il n'est pas pris en charge. C'est ça? Non, au contraire, l'enfant, s'il n'est pas pris en charge. S'il n'est pas pris en charge, s'il n'a rien, donc on le met de côté, c'est un enfant qui sera muet. Muet, on va le classer, on va le mettre dans une école pour sourds-muets. Malheureusement, il n'y a pas d'école. Alors que lui, il n'entend pas. Il peut parler, mais malheureusement, dépasser l'âge de 5 ans, ça devient plus difficile parce que l'aire auditive, donc
donc qui est censé travailler et interpréter les sons va disparaître. Va disparaître petit à petit. Et même vous, si enfin, sauf dans certains cas, mais quand vous mettez un implant cochléaire à l'âge de 10 ans, si l'enfant n'a jamais parlé, c'est très difficile. Ça devient il n'y aura rien. Il n'y aura aucune réponse. Ça devient Il y a des atteintes au niveau du cerveau, hein, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est le cerveau. Le cerveau, c'est comme un muscle, il faut le travailler. Oui, une zone qui n'est pas stimulée. Donc elle est envahie par les il y a cette notion, encore une fois, de plasticité du cerveau de laquelle il faudrait profiter dans le jeune âge pour les apprentissages, justement. Et d'une part ça, les parents ont tendance à croire qu'il suffit de mettre un implant et ça y est, c'est la prise. C'est bon, on entend. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour le sourd profond. Donc la mise en place du fameux implant cochléaire n'est qu'une étape. L'essentiel, c'est la rééducation orthophonique. D'ailleurs, après la mise en place de l'implant, on va libérer les fréquences une par une. On ne libère pas toutes les fréquences à la fois. Les canaux, on va les mettre en mais on va y revenir. J'aimerais juste vous poser la même question, mais pour l'adulte, qu'est-ce qu'on craint finalement? Alors pour l'enfant, on a dit, c'est justement, on a peur que cette notion d'acquisition du langage ne soit pas acquise à temps et que ce soit trop tard, c'est ce que vous venez de dire. Pour l'adulte, un adulte qui a des problèmes d'audition et qui ne se fait pas prendre en charge, parce que disons-le, même les adultes ont du mal à accepter l'appareillage. Vous disiez tout à l'heure avant l'enregistrement. On peut dire que la malentendance, c'est une douleur invisible. Donc ne pas accepter la prise en charge, les patients ont tendance à rentrer dans l'isolement. Dans l'isolement, qui dit isolement, dit dépression, dit c'est le déclin. Donc c'est altération de leur état de vie. Oui. Donc d'où l'intérêt d'accepter et plonger par la suite justement dans d'autres problèmes d'ordre psychologique, jusqu'à la dépression. Il y a des gens qui font des dépressions à cause de ça parce qu'ils sont isolés. Ils ne participent pas au discours, ils ne participent pas. C'est un isolement social. Absolument. Oui. Et la perte, par la suite, la perte va s'aggraver de plus en plus si on ne prend pas à temps le problème d'audition. Oui. Alors, être pris en charge, est-ce que cela signifie que, par exemple, une personne qui a une surdité et qui est appareillée, est-ce que cela va retentir sur l'évolution de sa surdité ou l'améliorer? En fait, c'est aide auditif. Donc, elle aide à améliorer son audition, d'où son nom. Donc, mais pas toute surdité. Mais pour l'évolution, par exemple, elle va être freinée, une évolution d'une surdité, pas d'évolution pour une personne, par exemple, d'un certain âge. C'est un vieillissement. C'est un vieillissement qui. C'est un retard. Elle va retarder. C'est un vieillissement. C'est à partir de 65 ans, on perd 0,5 décibels par an. À partir de 75 ans, on perd 1 décibel par an. À partir de 85 ans, c'est 2 décibels. 2 décibels, c'est important quand même. Donc, d'où l'intérêt d'appareillage. Donc, on restera dépendant de l'appareillage. Après, c'est des appareillages qui doivent subir un réglage et un suivi chez les audioprothésistes. Oui, docteur, oui. Je voulais juste vous dire, dans notre société, le malentendant, à partir d'un certain âge, qu'est-ce qu'il fait? Il entend mal, il ne vient pas consulter immédiatement. C'est naturel. Pour lui, c'est normal, c'est l'évolution normale, certes. Alors, les premiers temps, il fait répéter les gens. Il fait répéter les gens. Gênant. Ensuite, il est gêné. Même s'il n'entend pas, il fait semblant d'entendre. Il fait semblant d'entendre. Ensuite, il se retire. Dans une discussion, il se met toujours à l'écart. Il se met à l'écart pour qu'on ne lui pose pas de questions. Comme ça, il ne va pas répondre. D'où cette notion d'isolement. Voilà. Ensuite, il s'isole un peu plus. Il ne va plus aux réunions de famille. Il participe plus. Il est devant sa télé. Il se dit voilà, je suis bien. Et c'est le retrait. C'est le retrait. Ensuite, il y a le phénomène de dépression, comme a cité Dr Mchkouh. À partir de 65 ans, donc la perte de l'audition va. Donc c'est un vieillissement naturel. C'est les cellules. C'est la nature qui est faite. C'est la nature. Voilà. C'est la nature. Et quand on parle de 2 décibels, les gens vont dire que ça veut dire 2 décibels. C'est rien du tout.
il faut savoir que quand vous perdez 3 décibels, vous perdez pratiquement dans la vie courante la moitié de votre audition. C'est pratiquement la moitié. C'est énorme. C'est énorme, 3 décibels. 3, donc les gens, quand il faut qu'ils sachent que 3 décibels, c'est pas que 3. Voilà, parce qu'on ne sait pas. Voilà. D'accord, 3, c'est la moitié de l'audition. Hein. Pratiquement, quand on vocale, ce qu'on appelle en vocal, pratiquement la personne perd 50% de son audition. Oui. Alors, pour revenir au traitement, alors on a parlé. C'est quoi les traitements finalement de l'audition? Alors on a parlé de l'appareillage, on a parlé de l'implant cochléaire. Est-ce qu'il y a des traitements? Alors je suis curieuse de poser la question, mais médicaux. Oui. On a dit, ma soeur, une otite séromuqueuse. On peut la traiter médicalement, voire si le traitement médical ne suffit pas, on peut traiter chirurgicalement par la mise en place d'un drap qui va évacuer le liquide. Il y a les perforations tympaniques qui sont responsables d'une hypoacousie. Donc c'est une chirurgie réparatrice. C'est des malades, quand on leur met une greffe, on ferme la perforation. Et il y a une amélioration de l'audition. L'autospongiose aussi, c'est une chirurgie fonctionnelle. On aura le résultat rapidement. Ça, vous avez dit, on change l'os. On enlève l'os malade, on le change avec un piston qui va permettre la vibration de la membrane et la transmission de... Et ça, c'est des petites chirurgies, pas trop invasives. C'est des micro-chirurgies. Chirurgie, toute chirurgie. C'est des chirurgies délicates. C'est de la micro-chirurgie. C'est de la micro-chirurgie. C'est tout petit. On travaille dans un tout petit espace d'1 centimètre. Alors imaginez, donc il faut du matériel, avec des microscopes. C'est des millimètres. Oui. Alors, on revient un peu sur l'implant. Alors, on l'a dit en substance que c'est pas pour tout le monde. Il a ses indications. Absolument. Les gens pensent que c'est le traitement miracle. C'est faux. C'est faux. C'est un premier pas d'un long parcours. Non, l'implant cochléaire ne peut pas être placé, par exemple, dans une surdité moyenne. C'est ça. Une surdité légère, on ne peut pas placer. Il va concurrencer les cellules normales et pratiquement la personne pratiquement n'entendra pas, parce qu'elle va entendre un peu... C'est une voix robotique. Voilà. Donc du coup, c'est les surdités profondes chez qui on a de très bons résultats. Surtout en post-lingual. Je rajoute qu'un implant cochléaire n'est pas destiné seulement aux enfants. Il y a des adultes qui ont l'indication d'avoir un implant cochléaire. Par exemple, un patient qui fait une méningite. Une méningite, c'est une urgence. C'est une urgence là où il faut intervenir, mettre un implant cochléaire, parce qu'après, c'est l'ossification de la cochlée. Donc là, c'est l'indication de l'implant chez les adultes, par exemple. Oui. Alors, pour revenir aux appareils auditifs, aujourd'hui, il y a des appareils de nouvelle génération. Oui. Les intraconques et... Pour dire aux gens, notamment les personnes d'un certain âge, vous disiez tout à l'heure qu'elles ont beaucoup de mal à consulter, elles ont peut-être du mal à accepter leur handicap, encore une fois, et à accepter l'appareil, parce que parfois aussi, l'appareil doit être porté dans les 2 oreilles, peut-être, c'est ça aussi. Pour avoir un meilleur résultat. C'est ça. L'indication, en principe, c'est pour les 2 oreilles. Oui, mais le coup... C'est indéniable. Quand vous prenez... vous avez 2 yeux. Quand on porte des lunettes, on porte des lunettes. Donc idéalement, en général, donc comment on fait En fait, la question c'était plus sur la nouvelle génération des appareils, pour dire qu'il y a aujourd'hui des appareils qu'on voit pas, en plus de ça, qui sont tout petits. Non, il y a la performance et il y a la miniaturisation. C'est ça. Donc c'est les deux éléments. Mais ces 2 éléments-là, on ne peut pas les mettre dans un seul moule et dire voilà, on va l'utiliser pour tout le monde. Chaque cas est un cas. Pour une surdité moyenne, vous avez un type d'implant. Pour une surdité sévère, vous avez un certain type de prothèse. Et ensuite, ces prothèses-là, vous avez différents types. Vous avez des prothèses qui utilisent 3 canaux, des prothèses qui utilisent 5 canaux, 7 canaux, et plus vous avez des prothèses externes qui utilisent beaucoup de canaux, puis elles sont chères. Et là, quand vous avez un enseignant, par exemple, qui souffre de surdité, qui n'arrive pas à communiquer avec ses élèves, vous préconisez chez lui
double appareillage. Mais une personne qui a 75 ans, qui va juste aller au marché et croiser ses voisins, il a besoin que d'un seul appareillage. Dire bonjour, bonsoir. C'est pour rendre l'isolement, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors pour revenir sur l'implant encore une fois, alors est-ce que le résultat est immédiat et est-ce qu'il est perceptible chez tout le monde finalement? Est-ce que ça réussit chez tout le monde? Quand on a un implant, on va entendre automatiquement. Est-ce que c'est au lendemain de la chirurgie qu'on va commencer à entendre? Ça se passe comment? On l'a dit tout à l'heure, plus la prise en charge elle est faite très tôt, plus le résultat est meilleur. Et avant la prise en charge, parfois il y a des enfants qui ont leur implant à l'âge de 4 ans, 5 ans. Il vaut mieux appareiller. C'est vrai, un appareillage, il ne va pas entendre, mais ça va aider à la rééducation après. Puis après la mise en place de l'implant, c'est l'orthophonie. C'est des séances rapprochées, 3 à 4 séances par semaine pendant 2 ans. Même l'implant, c'est un système d'activation. C'est tout un programme. Il commence par les basses fréquences, il augmente progressivement pour avoir un résultat. Et surtout, c'est les parents. D'ailleurs, notre comité, le rôle de psychologue, avant d'accepter le patient, les parents doivent accepter le handicap, absolument. L'handicap et être à cheval avec leur enfant. Oui, absolument. Je voudrais faire une petite remarque. Très rapidement, si on reste plus de temps. Dans ce comité-là, il n'y a pas que des ORL. Ce comité comprend des orthophonistes, des psychologues, des électrophysiologistes. Tous ces confrères vont donner leur avis, vont dresser donc un constat. Et sur la base des rapports de chacun, on va faire la synthèse et pour dire est-ce que cet enfant est-ce qu'on peut espérer un résultat? Je dis bien espérer, d'accord? C'est parce que c'est déjà avoir un pronostic. Si les parents ne pourront pas faire les séances, ramener leur enfant pour les séances d'orthophonie, ça ne sert à rien. Absolument. On va terminer avec vous justement pour parler, sensibiliser encore une fois. On est là un peu pour secouer ce soir sur la nécessité de consulter, d'accepter ce handicap et de le prendre en charge. Il faut dire peut-être aux gens qui nous regardent un dernier mot sur justement l'amélioration du pronostic des enfants sourds et de leur offrir peut-être une vie normale. Une nouvelle vie. Absolument. Donc au lieu il faut faire le deuil et c'est une chose qu'on peut améliorer. Donc on va donner plus de chance à cet enfant et il va réussir sa vie. Donc il faut accepter sa difficulté, l'aider psychiquement pour l'accepter et surtout d'aller vers les spécialistes. Oui, merci beaucoup. Je peux rajouter. Il nous reste plus de temps, oui. Nous avons parlé de l'enfant et de l'adulte, mais nous n'avons pas parlé de l'adolescent et du traumatisme sonore causé par l'utilisation d'exposition au bruit fort. Oui, il nous reste plus de temps. Très brièvement, vous pouvez dire un mot? Oui. Actuellement, les adolescents ont tendance à mettre des casques et des écouteurs. Les écouteurs qui sont vendus avec les téléphones sont limités. Ils sont limités à 85 décibels. Mais les casques ne sont pas limités. Donc du coup, ils ont tendance à augmenter au maximum. Vous imaginez un enfant dans un bus, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le son. Et là, nous avons vu des enfants à 15 ans qui ont des audiogrammes de 65. Ça, c'est alarmant. Merci beaucoup. On termine sur la nécessité de consulter, qui peut offrir justement à un enfant sourd une vie presque normale, avec la possibilité, croyez-moi, de faire des études supérieures et de réussir sa vie. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. On parlera de cancer. À très bientôt.